Ce soir, je suis rentré chez moi et j'avais envie de vous partager un coup de gueule autour des design systems. Des design systems trop complexes, trop bien réfléchis, trop intelligents. Des design systems qui ne servent même plus leurs utilisateurs finaux, enfin leurs utilisateurs principaux, les designers, avant d'attacher derrière les designers finaux, les utilisateurs. Et je vous partage cette réflexion en live, à cœur ouvert, dans cet épisode. Rejoignez le Slack TCT, partenaire de la saison 7 de Parlons Design. C'est la référence des product designers en France, une communauté bienveillante entre passionnés. Salut, c'est Romain Brachna, bienvenue dans un épisode de Parlons Design. Aujourd'hui on est sur un concept un peu freestyle parce que contrairement aux 300 derniers épisodes à peu près, là j'ai pas préparé de plan. J'ai juste un sujet auquel j'ai réfléchi durant la journée et je viens de rentrer chez moi, j'avais un peu la flemme de faire les trucs que j'avais à faire, je me suis dit tiens, je vais essayer de tourner un podcast en mode freestyle. Et donc le sujet du jour, vous l'aurez vu dans le titre, c'est créer des composants cons. Je parle bien sûr aujourd'hui de design system et de la manière dont on va engineerer un petit peu, en tout cas concevoir nos composants dans le design system dans Figma. Hein. Je parle pas de tech, je parle pas de développement, je parle vraiment de la structure des composants dans Figma. Durant les dernières années, on a vu bien évidemment les design systems en général exploser, plein de sujets autour des design systems exploser, et des techniques plus ou moins smart pour créer des composants hyper simples à gérer, hyper simples à manager, mais qui des fois ont fini par créer des usines à gaz infernales. Je pense notamment à tout ce qui se fait autour des composants, où on va avoir un composant point base button par exemple, et dessus un composant button qui lui va être public, qui va réutiliser ce composant point base partout, avec plusieurs variantes, etc., pour que derrière, en tant qu'utilisateur, en tant que consommateur du design system, on puisse changer facilement d'un état primary à secondary à tertiary, mais que aussi, côté du design system manager, ou en tout cas du design qui travaille sur le design system, que lui, il puisse plus facilement, s'il doit modifier le bouton partout, en modifiant par exemple le radius, il est que à le modifier sur la base pour que ça le modifie sur tous les composants. Et en fait, dans un premier temps, moi j'ai aussi été séduit, je pense, par ça. Je me suis dit, c'est smart, on va créer en fait un design system à l'intérieur du design system pour que le design system manager ou le product designer sur le design system ait lui-même son design system interne. Waouh! En fait, c'est magique, on imbrique les choses, c'est génial. Et en fait, aujourd'hui, je suis à peu près persuadé que c'est une mauvaise idée, voire une idée de merde. Pour une raison simple, c'est qu'en fait, on est venu complexifier les composants qui vont être utilisés derrière par les designers. Parce que ça veut dire que si toi, en tant que consommateur du design system, tu as besoin de comprendre comment il marche parce que tu as un problème de resize, ou parce que tu veux ajuster un petit truc, ou voilà, il y a toujours des petits bugs dans un gros design system avec des tonnes d'usages possibles, il y a tout le temps un truc où tu as besoin un petit peu de l'ajuster. Et ben tu vas galérer à le comprendre. Potentiellement, tu vas être bloqué dans ta modification, potentiellement, tu vas perdre du temps parce que à cause de ce truc trop bien pensé, en fait, un mini ajustement devient hyper compliqué ou un resizing devient foireux. Ou un changement d'état va venir te casser certaines propriétés. Et en fait, on n'a pas pensé à l'utilisateur final en tant que concepteur du design system. On a pensé à nous simplifier la vie parce que on avait la flemme de sélectionner 8 ou 16 éléments pour modifier le border radius, et on s'est dit le jour où on aura besoin de faire ça, c'est d'ailleurs ce qui n'arrive globalement jamais, ou une fois tous les 2 ans, on va créer un truc hyper smart, mais en fait qui n'est pas fonctionnel, qui ne sert pas sa fonctionnalité finale, qui est que les designers aient un design system simple d'usage, un minimum flexible. Bien évidemment, le but d'un design system, c'est pas que tout le monde change toutes les propriétés et que ça n'ait plus de sens, mais que ce soit un minimum flexible, rien que sur le resizing, sur le changement d'une propriété à l'autre, et ces choses comme ça. Et en plus, même en tant que design system manager, on vient se créer des problématiques, parce que le jour où on doit le faire évoluer de manière un peu plus importante que changer un border radius, en fait on a une énorme complexité à gérer parce que tous nos composants sont reliés à ce composant point base, et qu'en fait il est compliqué à lire et compliqué à faire évoluer dès qu'on a des choses qui sortent un peu du cadre. Et faut pas croire, il y aura tout le temps des besoins qui sortiront toujours un petit peu du cadre. Donc voilà, finalement ma conclusion après avoir vu
trois bons gros design systems, hein. Je peux parler de Payfit, je peux parler de Lydia. J'avais travaillé également sur le SIAP. Alors là, c'est pas du tout connu parce que c'est une usine, hein, littéralement, mais il y avait un gros design system derrière. Et vraiment, la conclusion, c'est que ce qui a toujours marché le mieux, c'est les composants bêtes et méchants. Alors, ça veut pas dire des composants avec peu d'options, avec peu de possibilités. Non, ça veut juste dire des composants qui n'imbriquent pas des sous-composants qui sont juste là pour le design system manager. C'est-à-dire des composants, en effet, si on a un bouton avec des icônes, ça va réutiliser le sous-composant icône qui est utilisé à plein d'autres endroits, parce que ça a du sens, parce qu'on a besoin de switcher cette icône, parce que on va pas démultiplier notre librairie d'icônes. Ça veut dire que dans une carte, bien évidemment, pareil, si on a des sous-blocs, il n'y a pas du tout de souci, mais par contre, on va jamais créer de composants dans le design system qui sont des composants cachés. Parce que ceux-là, en fait, ils servent pas le end-user. Et ils viennent complexifier la structuration de ce design system. Donc, je vous le dérecommande. Voilà. Et puis, je vais en arrêter là-dessus, j'ai arrêté de vous embêter avec ça, je pense que le message est passé, je serais ravi d'avoir vos retours, si vous avez des contre-exemples hyper forts, ça m'intéresserait clairement. Mais plus largement, j'aimerais étendre ça au rôle du design system. Le design system, ça a été clairement un des buzzwords de ces dernières années dans le monde du design. Il y a des contracteurs dont on a parlé récemment comme Linear qui ont dit ouais non, nous on va pas faire des design systems de ouf, on va faire la base. Et donc ça me refait penser à ça. Pourquoi on fait un design system ? Notamment, il y a plusieurs façons de le manager. On a eu une façon très verticale où il y a une équipe design system qui a le contrôle et d'autres équipes qui viennent le consommer et qui n'ont pas forcément le droit de faire des propositions dessus. On a un modèle un peu entre les deux où il y a une équipe design system mais qui va prendre les contributions de tous les designers de toutes les équipes. Et puis il y a le modèle full décentralisé où finalement il n'y a pas de responsable du design system, chacun en est responsable de venir implémenter, de venir rajouter ces éléments et de la faire vivre au fur et à mesure. Et clairement, je pense qu'on a tout intérêt, peu importe la taille de la structure, à tendre vers un système plus collaboratif. Parce que dès qu'on arrive dans un système siloté, avec une équipe design system qui en a 100% l'ownership, on va arriver sur du retard, on va arriver sur du décalage avec la réalité du terrain, et surtout souvent on va arriver dans cet aspect de on veut le design system parfait. Donc le design system parfait, c'est celui qui est utilisé à 100%, c'est celui qui n'a pas de composants en doublon, c'est celui que tout le monde comprend, qui a des guidelines hyper clairs, hyper serrés. Et finalement, même si on voit des Spotify, des choses comme ça, qui à un moment sont arrivés sur ce système-là, ça marche jamais. Parce que la réalité d'une application web ou d'une application mobile ou même d'une application utilisée dans des usines, c'est qu'il y a énormément de cas qu'on peut pas anticiper et qui sont pas génériques et qui ont besoin de leurs composants particuliers. Et ça veut pas dire qu'il n'y a pas de consistance, ça veut dire que non, c'est juste un contexte, un usage très spécifique qui ne fonctionne pas avec un composant par défaut, et ça doit être tout à fait ok. Et donc plus on va avoir une team dédiée, plus elle va avoir cette tendance à avoir ce besoin de perfectionnisme, parce que c'est aussi les métriques de succès de l'équipe, c'est aussi comme ça qu'on va pouvoir faire des confs en disant wow, le design system il est fou, on a créé tout ça, ou même l'utiliser comme argument derrière, et c'est rarement, je pense, une bonne chose en finalité pour l'équipe. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule design system trop complexe, trop avancé, trop technique. Je serais ravi de savoir ce que vous en pensez et qu'on en débatte ensemble. Je suis dispo principalement sur LinkedIn pour tous ces sujets-là, et c'est toujours un plaisir de pouvoir discuter avec vous. Si c'était ce type d'épisode-là, un petit peu fait à l'arrache, sans plan, en mode live, je vous partage une réflexion sur le vif, dites-le moi, ça pourrait être l'occasion d'en refaire sur d'autres sujets comme ça. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Design. Salut! Design.